Je vois dans une section 2 les objectifs d'intérêt général. Depuis 1983, je l'ai dit plus haut, l'urbanisme est une compétence décentralisée en ce sens que la commune peut élaborer son plan d'occupation des sols, aujourd'hui son plan local d'urbanisme. Elle va déterminer des zones constructibles, des zones qui ne le sont pas. Et ce document communal pourrait s'opposer à des projets d'intérêt général. Il y a des ouvrages, des constructions que les communes ne se bousculent pas pour accueillir. Aire d'accueil des gens du voyage, usines de traitement, lignes de chemin, lignes de TGV, etc., etc. Donc, dans le code de l'urbanisme, parce que si la France est un État décentralisé, c'est aussi un État unitaire, il y a des dispositions qui permettent à l'État, c'est-à-dire au préfet, d'imposer les projets d'intérêt général. C'est ce que je vois dans un paragraphe premier, les projets d'intérêt général. Euh, L'article L102-1 du Code de l'urbanisme, L102-1 du Code de l'urbanisme dispose que l'autorité administrative compétente de l'État, c'est-à-dire le préfet, je sais que c'est le préfet parce que je suis allé à l'article R102-1, en général, dans la partie législative, le texte dit l'autorité compétente de l'État, et pour savoir quelle est l'autorité compétente, il faut aller dans la partie réglementaire. Donc c'est le préfet, peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes. Première condition, être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques. Donc, première condition. Deuxième condition, cumulative, avoir fait l'objet soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public, soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvés par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Euh, Oui, donc deux conditions. Notamment, première condition, deuxième condition, avoir fait l'objet d'une décision par une personne ayant une capacité d'exproprier. Je vous rappelle, vous avez vu ça dans un autre cours, que seul l'État a le pouvoir d'exproprier. Et donc, la décision d'exproprier est prise par une déclaration d'utilité publique, qui est un acte du préfet, ou dans certains cas, pour les projets les plus importants, par le Premier ministre. Mais la possibilité de déclencher l'expropriation appartient à des autorités beaucoup plus variables. Vous voyez, par exemple, la commune chez vous a besoin d'agrandir sa place, d'agrandir l'école, le cimetière. Elle peut pas, si le propriétaire à côté ne veut pas vendre, ben, elle est coincée. Et donc, elle peut demander l'expropriation. Elle ne peut pas exproprier elle-même, c'est un pouvoir de l'État. Mais la commune va déposer un dossier auprès du préfet pour lancer une procédure d'expropriation. Eh bien, un projet d'intérêt général, vous voyez, la première condition nous dit ce que c'est. Et c'était très, très vaste, hein, je viens de le dicter. Équipement nécessaire au service public, à l'accueil des personnes défavorisées, etc., etc. Et ce projet qui entre dans ces conditions, eh bien, a été identifié par une collectivité ayant la capacité d'exproprier, ou bien, parce que la seconde condition se dédouble, où ce projet est inscrit dans un document de planification, et ces documents sont nombreux. L'article L102-2 ajoute que peut être qualifié de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durable, dans les conditions fixées à l'article L102-5. Quelques mots, je n'en dirai pas plus, de ces directives territoriales d'aménagement et de développement durable. Le contenu de ces directives est donné à l'article L102-4 du Code de l'urbanisme. Ces directives déterminent les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transport et de déplacement, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles, des sites et des paysages, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un document de l'État, moyen pour l'État d'imposer certaines opérations en matière d'urbanisme. Ben, si le projet figure dans une telle directive qui est un acte de l'État, c'est un projet d'intérêt général que le préfet pourra imposer
aux communes, même si elles ont un document d'urbanisme qui s'y oppose apparemment. L'effet de la directive territoriale d'aménagement et de développement durable est donné à l'article L102-5. Pendant un délai de 12 ans, suivant la publication de la directive, l'autorité administrative peut, en application de l'article L102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités concernées, donc avis seulement, les projets de protection des espaces naturels, agricoles, forestiers, les constructions, aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale. La procédure d'élaboration des directives est présentée aux articles L102-6 et suivants du Code. Et sur le fondement de cette procédure, le Premier ministre a adopté plusieurs directives territoriales d'aménagement. Vous voyez, par exemple, il y a une directive, il y a un décret du 10 mai 2007 qui porte approbation de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône. Il y en a une autre sur l'estuaire de la Loire. Il y en a 6 ou 7. Alors, euh, le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, a eu l'occasion de préciser le régime de ces projets d'intérêt général. Vous voyez, dans un arrêt du Conseil d'État du 30 mars 2015, requête numéro 375 117, mentionné dans les tables, le Conseil d'État précise que la qualification de projet d'intérêt général a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Ça veut dire que si le préfet dit ce projet d'intérêt général, la commune devra l'intégrer dans son document d'urbanisme. Elle ne pourra pas opposer son document d'urbanisme, son PLU, pour s'opposer au projet. Le préfet déclare d'intérêt général une usine de traitement. La commune dit, ah non, je suis désolé, ici c'est une zone naturelle dans laquelle c'est interdit de construire une usine de traitement. Donc le préfet aura le pouvoir de contraindre la commune à modifier son document d'urbanisme. D'ailleurs, le Conseil d'État, dans un arrêt du 4 juin 2012, requête numéro 340 213, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d'État juge que le projet d'intérêt général arrêté par le préfet s'impose aux documents d'urbanisme des personnes publiques auxquels il est notifié. C'est donc bien sûr un acte susceptible de recours. Bien sûr que la commune a intérêt à contester par un recours pour excès de pouvoir le projet d'intérêt général arrêté par le préfet, puisque ça va avoir un effet sur ça. Elle obtiendra peut-être gain de cause. Vous voyez, par exemple, dans un arrêt du 18 novembre 2009, numéro 309 096, mentionné dans les tables du recueil Lebon, la commune a pu attaquer l'arrêté du préfet de Lyon qui a qualifié de projet d'intérêt général les travaux de reconstruction de la station d'épuration et d'installation d'une usine d'incinération des boues d'épuration. Les communes ne se battent pas pour avoir ce genre de bâtiment. Je ne sais pas si elle a obtenu gain de cause, la commune, il faudra aller voir l'arrêt. Vous noterez dès maintenant que le projet d'intérêt général, c'est l'État qui décide que c'est un projet d'intérêt général, mais ça peut être un projet d'une autre collectivité. La preuve, ça peut être lancé par une collectivité ayant le pouvoir d'exproprier. Vous voyez, un syndicat mixte de traitement des déchets a un projet de construire une usine d'incinération. Il choisit un terrain, la commune dit on n'en veut pas. Eh bien, le syndicat mixte lance la procédure d'expropriation, saisit le préfet et lui demande de reconnaître le caractère d'intérêt général du projet. Alors, quelques éléments, grand 1, le porter à connaissance. Grand 1, le porter à connaissance. Lorsque la commune élabore son document d'urbanisme, le préfet doit lui indiquer les règles qui s'imposent à elle et dont elle devra prendre compte, dont elle devra tenir compte dans l'élaboration de son document. C'est ce qu'on appelle le porter à connaissance. Et une commune élabore un nouveau document. Le préfet va lui dire, sachez qu'ici, tel terrain est couvert par un plan de prévention des risques naturels, par tel projet, etc. etc. Eh bien, l'article L132-1 précise également que le préfet devra avertir les communes que leur document d'urbanisme doit tenir compte des projets d'intérêt général. Naturellement, le porter à connaissance, c'est-à-dire la communication des documents, des règles qui s'imposent à la commune, ayant un effet sur la marge de manœuvre de la commune, elle peut introduire un recours pour excès de pouvoir contre ce porter à connaissance. Exemple, un arrêt du Conseil d'État
du 28 décembre 2017, numéro 406 422. Dans cette affaire, par un décret, le Premier ministre a inscrit l'opération d'aménagement de Grigny, c'est une zone dans l'Essonne, parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R102-3. Je verrai ça plus loin. La commune de Viry-Châtillon introduit un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. Il s'agit d'une opération tendant à réhabiliter un quartier difficile, le quartier de la Grande Borne. Et la commune de Viry-Châtillon reproche au décret d'avoir englobé dans l'opération l'assiette d'une route départementale. Le Conseil d'État admet la recevabilité du recours, mais le rejette, puisque l'opération vise à désenclaver une zone difficile. Il est logique d'y englober les voies qui permettent de la desservir. Euh, alors, il y a des précisions également, je vous ai dit, euh, il y a deux conditions hein, pour qu'une opération soit qualifiée de projet d'intérêt général. Elle doit entrer, première condition, dans une opération donc, d'intérêt général qui sont énumérées par l'article que j'ai cité tout à l'heure. Puis la deuxième condition, il faut qu'il y ait quand même un document. Et donc, notamment, ça c'est une condition qui se dédouble, soit l'opération est dans un plan, un projet, un programme, soit une collectivité a lancé une procédure d'expropriation pour mener à bien cette opération. Eh bien, il y a des règles en matière d'expropriation que vous verrez dans un autre cours. Et la Cour administrative, le Conseil d'État a indiqué que euh, la, la délibération de la collectivité arrêtant le principe de l'expropriation, en disant voilà, on va constituer un dossier, saisir le préfet pour qu'il exproprie, doit avoir mise à la disposition du public. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 2011, numéro 0LY01048. Dans cette affaire, la commune de Saint-Rémy-en-Rolat, RO2LAT, introduit un recours contre l'arrêté du préfet déclarant d'intérêt général la création sur son territoire, Saint-Rémy-en-Rolat, d'une aire d'accueil des gens du voyage. La cour administrative lui donne raison à la commune, parce que, certes, la création d'une aire d'accueil, c'est un projet d'intérêt général. Ça rentre dans les hypothèses. Et la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier qui a lancé le projet a la compétence pour lancer la procédure d'expropriation en la matière. Puisque désormais, les EPCI, hein, depuis la loi NO de 2015, les EPCI à fiscalité propre, ce sont eux qui ont la compétence en matière d'aire d'accueil des gens du voyage. Mais si le conseil de la communauté d'agglomération de Vichy a bien voté une délibération en ce sens, disant voilà, on a besoin d'un terrain pour cette aire d'accueil, celle-ci n'a jamais été mise à disposition du public, afin qu'il en ait connaissance et puisse la contester. Et donc la procédure est irrégulière. Le projet peut être également inscrit dans un document de planification. Exemple, cour administrative d'appel de Versailles, 21 novembre 2013, numéro 12 VE 00557. Il s'agit ici, le préfet de l'Essonne a qualifié de projet d'intérêt général la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultime. Là encore, les communes en général ne se battent pas pour accueillir sur leur territoire un centre de stockage de déchets. Donc la commune concernée attaque le projet et la cour administrative constate que ce projet est inscrit dans le document de planification. Non, il n'était justement pas inscrit, il vérifie, dans le projet régional d'élimination des déchets, il n'était pas inscrit, donc c'est illégal. Il ne pouvait pas être qualifié de projet d'intérêt général. Grand B, c'est le préfet qui est compétent pour déclarer le projet d'intérêt général. Alors, je vais pas insister sur ce point. Il peut y avoir des exceptions à cette compétence du préfet. Par exemple, la réalisation du stade de l'Olympique lyonnais dans l'agglomération lyonnaise a posé des problèmes. Le stade est assez loin du centre-ville, hein. Un terrain avait été choisi, il y avait des oppositions, ça traînait. Et donc, une loi est intervenue. C'est une loi du 22 juillet 2009 qui déclare
que les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des Sports, destinée à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir à titre habituel des manifestations sportives organisées par une fédération sportive, sont déclarées d'intérêt général, que ce soit une propriété privée ou publique. Euh, donc ça va s'imposer aux communes. Eh bien, cette disposition qui a été votée pour permettre l'organisation de l'Euro de 2016, c'était ça l'objectif, avait surtout l'objectif de permettre de lever les obstacles à la construction du stade de l'Olympique lyonnais, un stade qui est une propriété privée, ce qui est assez rare en France, enfin ça commence à se généraliser, et qui se heurtait à des difficultés. Donc là, vous voyez, ce n'est pas le préfet qui a déclaré le projet d'intérêt général, c'est la loi. Mais normalement, c'est le préfet. Je vous l'ai dit, le projet d'intérêt général, l'arrêté du préfet déclarant le projet d'intérêt général, peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, notamment par la commune qui va accueillir ou par les riverains. Et le Conseil d'État, le juge administratif, exerce sur cet arrêté un contrôle maximum, qui est le contrôle bilan coût-avantage, que l'on voit en deuxième année, qui a été créé par un arrêt du Conseil d'État de 1971, l'affaire Ville-Nouvelle-Est, à propos justement de la déclaration d'utilité publique en matière d'expropriation. Je vous rappelle que dans cet arrêt de 71, le préfet prend une déclaration d'utilité publique, permettant donc l'expropriation de terrain pour construire une université à Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue de Lille. Il y a un recours contre ce décret, et jusqu'ici, ou contre l'arrêté du préfet, je ne sais plus si c'est un décret ou un arrêté préfectoral, et jusqu'à cet arrêt, le Conseil d'État, saisi d'un recours contre une déclaration d'utilité publique, vérifiait, exerçait ce qu'on appelle un contrôle normal. Contrôle introduit par l'arrêt Gomel de 1914 que j'ai cité dans une autre vidéo. Et le Conseil d'État donc vérifiait que l'opération présentait bien une utilité publique. Et la réponse était toujours positive. Construire un stade, une école, une université, etc., c'est d'utilité publique. Donc le contrôle était assez limité, vain. Et donc à partir de cet arrêt de 71, sur l'invitation de son commissaire du gouvernement, Guy Brébin, le Conseil d'État va exercer ce qu'il appelle un contrôle du bilan coût-avantage. Il s'agit non plus seulement de regarder quels sont les avantages attendus de l'opération, ça c'est ce qu'il regardait auparavant, mais également ses inconvénients. Si les inconvénients de l'opération sont supérieurs aux avantages, le bilan est négatif, la déclaration d'utilité publique doit être annulée. Si en revanche les avantages sont supérieurs aux inconvénients, le bilan est positif, le recours est rejeté. Eh bien, quand le Conseil d'État, le juge administratif, est saisi d'un projet d'intérêt général, résultant d'un arrêté préfectoral, il vérifie que l'opération présente plus d'avantages que d'inconvénients. C'est le même contrôle. Vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2016, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 avril 2016, numéro 14 LY 00872. Le préfet a qualifié la partie nord du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise de projet d'intérêt général. La commune de La Boisse attaque l'arrêté et la Cour administrative d'appel rappelle qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. C'est le rappel de la théorie du bilan telle qu'elle a été affirmée dans l'arrêt de 71 Ville-Nouvelle-Est. Je regarde d'un côté les avantages, de l'autre les inconvénients, et ici vous voyez, ils sont rappelés et énumérés. Et donc, ensuite, le Conseil d'État, la Cour administrative constate que ce contournement va permettre d'améliorer le transport. Le coût financier, 76 millions d'euros, n'est pas excessif au point de retirer à l'opération son caractère d'utilité publique. Vous voyez, c'est un contrôle des avantages et inconvénients. Une fois que le projet d'intérêt général a été pris, attaqué et le recours a été rejeté ou n'a pas été attaqué, le préfet a les moyens de contraindre la commune à réviser son PLU.
Si la commune, soit la commune spontanément révise son PLU pour tenir compte du projet d'intérêt général, si elle ne le fait pas, eh bien le préfet peut l'y contraindre. La procédure est prévue à l'article L123-14 du Code de l'urbanisme, voire aussi l'article R102-1 du Code de l'urbanisme. Et article L153-49, je pense que l'article L123-14, c'est la renumération antérieure parce qu'il y a une dizaine d'années, le Code de l'urbanisme a fait l'objet d'une recodification avec une renumérotation. Et les articles relatifs au PLU, il y a 10 ans, c'était les articles L123 et suivants. Et maintenant, c'est L150, 153 et suivants. Et donc, la 153-49, c'est la nouvelle numérotation. Lorsqu'un PLU doit être rendu compatible avec un document mentionné, etc., ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général, postérieur à son approbation, c'est-à-dire qu'il y a un PLU et intervient un projet d'intérêt général, l'autorité administrative compétente de l'État, c'est-à-dire le préfet, en informe le PCI ou la commune qui devra en tenir compte. Euh, alors, je vois maintenant dans un paragraphe 2 euh, les opérations d'intérêt national. Je les verrai dans la vidéo suivante.